Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. We're on the third edition of our bilingual newscast for the day, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon once again. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Assainissement du secteur des mototaxis dans la ville de Douala. La mairie de la ville, en accord avec les communes d'arrondissement et les responsables de ce secteur d'activité, viennent d'élaborer un plan d'action. C'était au cours d'une réunion, au cours d'un atelier tenu ici à Douala. Le compte rendu, c'est avec Kedjara et Claude Ekwa. La ville de Douala ploie, sous la pression du désordre urbain et d'un incivisme caractérisé. Manifesté aussi, mais surtout, par le secteur des mototaxis, qui ne cesse de grandir. Face à cela, la mairie de la ville, de concert avec les mairies d'arrondissement et les acteurs du secteur de mototaxis, se sont rencontrés dans la ville ce mardi, autour de l'atelier de restitution du plan d'action, de professionnalisation et d'assainissement du secteur des mototaxis. Objectif: mettre sur pied un plan d'action qui assainisse ce milieu de mototaxi, en même temps plan d'action qui devrait aussi améliorer la qualité de service et la qualité de vie dans la ville de Douala. Au cours de cet atelier, de nombreuses actions à mener dans le secteur des mototaxis et celles déjà menées ont été évoquées, cas de la formation de près de 1238 mototaxis à la conduite et à la citoyenneté. Nous avons déjà, vous avez suivi, fait la formation depuis des milliers de mototaximens. Cette formation au permis de conduire va de pair avec leur identification. Les chasubles ont déjà été remis. Plus de 500, les autres chasubles seront également remis dans les jours et semaines à venir. Des chasubles, à l'arrière desquels des informations sur le mototaxi, notamment son nom, son numéro de permis, son camp et sa commune d'appartenance, seront mentionnés, histoire de protéger la clientèle de tout acte d'agression, comme cela est le cas ces derniers mois. Nous avons agréé les choisibles. C'est de choisir le jaune avec le logo de la communauté, et derrière ces choisibles, l'identification de chaque mototaximène est indiquée. Donc il reviendra maintenant pour assainir aussi. Nous demandons aux populations, quand l'arrêté sera signé, de ne prendre que des mototaximènes agréés. Et ça va faire en sorte que tous ceux qui ne sont pas agréés aillent se faire identifier, et ça va aussi faire en sorte que tous ceux qui venaient dans ce secteur uniquement pour agresser, pour le banditisme, que tout cela soit mis hors d'état de nuire. En plus de ces actions, des aires de stationnement de mototaxis seront construits un peu partout dans la ville afin d'éviter les stationnements arnachiques et un plan de circulation des mototaxis dressés. En mettant en place, vous avez suivi, un plan de zonage pour la circulation des mototaxis à Douala, de manière à ce que seuls les mototaxis qui sont identifiés, qui ont un permis de conduire, puissent avoir accès à certaines zones de la ville. Et nous allons mobiliser les forces de maintien de l'ordre pour que ceci soit appliqué. Un ensemble d'actions qui l'atteste le maire et son équipe viendra à bout du désordre observé dans le secteur des mototaxis dans la ville de Douala. À présent, je vous invite à suivre la réaction de Roger Ndichoa. Il est le deuxième adjoint au maire de la ville de Douala. Il apporte des précisions justement sur la faisabilité de ce nouveau plan d'action. Nous l'écoutons. Voici, nous avons travaillé du début jusqu'à la fin en concertation avec les acteurs que sont les bensikineurs, avec les acteurs que sont aussi les mairies d'arrondissement. C'est un travail qui est fait, c'est depuis 6 mois que ce travail est fait, et à chaque fois, les leaders communaux de mototaxi ont été associés. Ils ont été associés, et c'est ensemble, ces actions, c'est ensemble qu'on les a décidées, c'est ensemble qu'on les a planifiées, et nous pensons que
ils ont montré leur bonne foi. Si cette bonne foi se poursuit, il n'y a aucune raison que ce plan ne se mette pas en place. Le maire vous a dit que le budget est déjà disponible pour les sites pilotes que nous avons choisis. D'ici le premier trimestre, ces sites pilotes seront aménagés et le reste va suivre. Et concernant toujours ce secteur, l'assainissement de ce secteur d'activité, il convient de rappeler que voilà déjà plus d'une dizaine d'années que le gouvernement et les municipalités tentent de mettre fin à une cacophonie. Face aux échecs d'implémentation des différentes stratégies, les mototaxis ont permis de conduire, violent systématiquement en toute impunité le code de la route. Jean-Paul Chouniat pour plus de précisions. Depuis l'entrée en vigueur du décret de l'ex-premier ministre Inoni Ephrem en 2008, fixant les conditions et modalités d'exploitation des motocyclettes à usage commercial au Cameroun, ce secteur ne s'est jamais autant porté mal comme c'est le cas en ce moment. Plus d'une dizaine d'années après cette mesure, indiscipline et incivisme à ciel ouvert inondent nos rues à tout bout de champ, même si une poignée de ces conducteurs de moto font preuve de beaucoup d'exemplarité en circulation. Dans l'ensemble, des colonies de motos vont et viennent à longueur de journée, sans le moindre document, permis de conduire, assurance, ni impôt libératoire, au vu et au su des autorités en charge du contrôle de ces pièces sur la route. À la lumière du décret de 2008, plusieurs préfets passés à la tête du département du Vouri n'ont pu véritablement faire bouger les lignes, encore moins faire respecter les textes en vigueur régissant cette activité. Les Bernards successifs, ATBD Okalia Bilaï, Nasseri Paul Beya, Bertrand Maché et tout récemment Benjamin Boutou ont vu leur enthousiasme et fermeté somnoler devant l'ampleur d'un phénomène, pourrait-on dire incontrôlable, voire non maîtrisable. Municipalités, syndicats et même des organisations de la société civile sont venus à la rescousse à coup de campagne de sensibilisation sur la nécessité d'identifier tous les mototaximens, les former au respect du code de la route et surtout les organiser en zone de travail. Porteuse d'un réel espoir d'assainir ce secteur d'activité, devenu aussi un fief de malfrats, l'opération n'a nullement suscité une forte adhésion populaire. De la carotte à la chicotte, les tentatives d'implémentation des mesures répressives n'ont pas ému la majorité de ces conducteurs de moto, aujourd'hui érigés en de véritables seigneurs de la route qui violent impunément les feux tricolores, roulent en sens contraire dans nos rues, causant régulièrement des accidents les plus inimaginables sur la voie publique. Dans une ville de Douala, devenu le véritable centre d'accueil des milliers de jeunes désœuvrés affluents du monde rural et des localités sans la moindre opportunité d'emploi ou activités de gagne-pain quotidien, les milliers de mototaxis de la capitale économique seraient-ils devenus une organisation anarchique plus puissante que l'État? Ou plutôt, le gouvernement sans réelle alternative pour ces jeunes sans lendemain meilleur laisse faire pour éviter une révolte populaire, expression même d'une somme de frustration née des injustices et inégalités sociales cumulées depuis des années. Un réseau de contrefacteurs de documents officiels aux arrêts à Yaoundé, spécialisé dans la fabrication de faux timbres, de faux cachets, de fausses pièces officielles. Ces individus viennent d'être interpellés par les éléments de la gendarmerie de Loncac. Le préfet du Fundi, pour sa part, interpelle les usagers à ne pas se faire arnaquer par des pseudo-démarcheurs. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essengaï Guizogo. Comme dit l'adage, l'occasion fait le larron. Et ce sont certains candidats aux différents concours lancés actuellement qui viennent de faire l'expérience avec des documents officiels falsifiés qui leur ont été délivrés. Devant ces agissements illicites, le préfet du département du Fundi a décidé de donner un coup de pied dans la fourmilière. J'ai lancé une instruction ferme à tous mes collaborateurs de combattre le faux autour des services publics. Et 24 heures plus tard, nous avons les fruits. Nous voulons donc demander à tous les usagers
du service public, de ne pas se faire arnaquer, d'arriver effectivement soit dans les sous-préfectures, soit dans les mairies, soit à la préfecture pour certifier leurs pièces. Le service public est ouvert et gratuit. Concrètement sur le terrain, c'est un réseau de présumés spécialistes dans la délivrance de documents officiels contrefaits qui a été démantelé. Avec mon personnel, nous avons mené un coup de poing en présence de monsieur le sous-préfet de Yaoundé 1er et nous sommes tombés sur les éléments moteurs, les têtes de proue de ce faux qu'on a trouvé dans un cybercafé. Leur arsenal laisse voir 500 timbres fiscaux déjà usités mais remis en circulation, un scanner imprimante et des documents prétendument officiels destinés aux malheureux candidats au concours dont les dossiers ont été rejetés. Nous avons procédé à une perquisition et cette perquisition nous a permis de saisir de nombreux documents falsifiés comme vous le constatez. Nous avons saisi tour à tour des documents avec des signatures imitées, des faux timbres. Nous avons même également saisi les machines qui servent à la facilitation de ce faux. Selon les estimations, ces pratiques occasionnent d'importantes pertes financières évaluées à plusieurs millions de francs de la part des pouvoirs publics. Pour les forces de l'ordre, il est donc question de mettre définitivement hors d'état de nuire tous les acteurs de ce réseau. Effectivement, nous avons mis main sur certains de ces individus parce que c'est un long réseau, mais leur exploitation va nous permettre de prendre encore d'autres capitaines qui sont dans ce réseau. À la sous-préfecture de Yaoundé 1er, des mesures coercitives viennent ainsi d'être prises par le sous-préfet en instaurant les badges pour tenir à distance les contrefacteurs. Et des nouvelles à l'étranger, Joe Biden, officiellement investi président des États-Unis d'Amérique. Le 46e président américain promet d'œuvrer à l'unité du pays. Le successeur de Donald Trump a axé l'essentiel de son discours d'investiture sur la nécessaire union du pays. Au cours d'une cérémonie unique interdite au public, hormis quelques invités, il a célébré la résilience de la démocratie américaine. Je vous propose un morceau choisi de son discours d'investiture. Ce social qui nous tient depuis plusieurs siècles nous tient encore. Nous ne pouvons plus attendre. Ce cri pour survivre, nous l'entendons de la planète elle-même. C'est un cri qui va à l'encontre du suprématisme blanc, du terrorisme intérieur, des menaces que nous devons regarder et contre lesquelles nous devons vaincre. Nous devons relever ces défis parce que l'avenir des États-Unis exige de nous non seulement des paroles, mais bien l'élément essentiel de la démocratie, l'unité. Oui, l'unité. Le 1er janvier 1866, Abraham Lincoln a signé l'acte d'émancipation. Et je cite, il disait « Si mon nom trouve une place dans l'histoire, ce sera bien à cause de cet acte, et j'y mets toute mon âme. » Aujourd'hui, en ce jour de janvier, toute mon âme est consacrée à l'union, la réunification de notre pays, de notre peuple. Et j'invite chacun à me rejoindre. S'unir pour se battre contre la violence, le ressentiment, la violence, la maladie, le chômage, le désespoir. Avec de l'unité, unis, nous saurons faire beaucoup. Nous pouvons rétablir la justice, retrouver des emplois, enseigner à nos enfants,
sauver des écoles, surmonter ce virus, reconstruire la classe moyenne, accorder la santé pour tous, restaurer la justice sociale et être à nouveau. C'est avec cet extrait du 46e président des États-Unis d'Amérique que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bertbisa. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. Women in Bengui, chieftain of the Momo Division, northwest region of Cameroon, yesterday stormed the divisional office of Bengui subdivision in protest demanding the release of their husbands, children, and co-wives arrested by security officials at mile 17 in Bengui. The individuals were arrested following the explosion of an explosive in mile 17 Bengui, and they were taken to security centers, that is to the National Gendarmerie in Bengui. The women who stormed the area were then promised by the divisional officer from Bengui that their children and other relatives arrested will be released after the questioning is over. In the following extracts, you will listen first to one of the women explaining their reasons for marching to the Joe's office and the response of the divisional officer from Bengui subdivision. Early in the morning, they came and took away all of our co-wives, children, and husbands. We don't know where the military took them to. Only a few of us are still in mile 17. They have taken everybody away. That is why we have come to cry out to our Father to find out where our children, husbands, and fellow wives are. I want to say all una go back in peace. All of you should go back home in peace. Don't be troubled. I'm giving you the assurance. Now me I talk, I assure now. I give you the confidence. So be rest assured that we just want to verify if there is any evidence against those arrested. If there is no evidence, some of your children will be back today. Evidence. But if there is no evidence, some of you will soon will come back today. And in a related protest story, women and children in a village known as Dogoy Jamana in Marwa 3 subdivision of the Diamari division, Far North region of Cameroon, went protesting yesterday. Moving to the governor's office, they asked the governor to hold the traditional ruler, third-class traditional ruler of the area, responsible for what they say is an attempt to forcefully take away their lands. The traditional ruler, reacting to the accusations, say he is not guilty. Innocent as it tells us more. This group of persons who presented themselves as inhabitants of Dogoy Jama, a locality in Marwa 3 subdivision, Jamare division of the Far North region, protest over what they allege to be injustice crowned on their heads by the third-class chief in terms of expropriating the lands on which they have constructed and farm. Some of the messages they brandish in relation to this read, "We are reclaiming our farmlands and houses forcefully taken from us. We are Cameroonian citizens. No to dictatorship." Depuis un certain moment, nous vivons vraiment une vie terrible. It's been a couple of years. The third-class chief has been depriving us of our rights and belongings. We have younger ones and children who need to go to school. But he comes evicting us from our houses, saying our lands and homes belong to him. He always orders us to sell our houses and properties to him at a cheap cost while reselling them exorbitantly. We are frustrated. Il faut que les autorités vraiment voient la situation. Qui veut arracher notre champ. We are Cameroonians with rights. We can't abandon our houses and lands to him and go living elsewhere. Nous ne sommes pas des réfugiés. The traditional ruler in question debunks all the allegations made against him. Ça fait déjà 13 ans que je suis le chef de ce quartier. I have been the third-class chief of this community for 13 years. Majority of those demonstrating are not inhabitants of my quarter. If
If truly I have seized lands or houses of people, let them present evidence. Au grand jamais vendu 1 mètre carré. 13 years in reign, I have never sold a meter of land. What then will push me to evict someone from their home? Let justice follow me if I have ever seized someone's land or sell their home. Et les autorités doivent trancher cette affaire. Meantime, the matter, which according to the accused traditional ruler is settlement of scores, is now expected to be handled by the judiciary. 10 years after the putting in place of measures to regularize the commercial motorbike sector in Cameroon, the sector is still operating in total anarchy. Taking the littoral regional chieftown Douala, for example, motorbike riders are still going about in total violations of road conduct, and efforts by successive senior divisional officers for the Vuri division have all failed in putting sanity and order in the commercial motorbike sector. An analytical view in the following report. The commercial motorbike sector in Cameroon has never been this disorganized since the adoption of modalities regulating the activity. 10 years after these measures were adopted, indiscipline and uncivic behavior has become the order of the day on our streets, though few of the commercial motorbike riders have distinguished themselves in exemplary behavior. On a large scale, thousands of commercial motorbike riders circulate in our towns and cities without official documents like driving licenses or tax receipts, under the watchful eyes of officials in charge of control of these documents. Even with the decree of 2008, successive senior divisional officers for the Vuri division, for example, have not been able to put order in the evergreen commercial motorbike sector. Ateba Bernard Okalia Bilai, Nasari Paul Biam, Bertrand Mache Joseph, and now Benjamin Butu have all failed in front of an uncontrollable or poorly mastered Douala commercial motorbike sector. Failure by the senior divisional officers to bring order, municipal officials and civil society actors came in with strategies like sensitization campaigns and workshops with commercial motorbike riders on the need to master the highway code and also be duly identified. Civil society actors have also raised the need to organize the circulation of commercial motorbike riders in zones in Douala, proposals which all failed to gain support from the city dwellers and bike riders in particular, leaving the sector more and more disorganized and attractive to bandits and individuals of the underworld. Attempts to implement repressive measures have also failed to adjust these riders, who have now become the kings of the roads, violating traffic lights, causing accidents and riding on wrong ways at will. In an economic capital city like Douala, where thousands of helpless youths have fled the lack of opportunities in rural Cameroon to find food, observers question if the growing commercial motorbike sector is becoming an anarchical organization beyond the control of the state of Cameroon, or it is the choice of the government to let be struggling Cameroonians in order to avoid uprisings. Uprisings which observers say could be used as a form of expression against injustice and social inequalities accumulated over time. And in information out of Cameroon, we take you to the United States of America, where Joseph Robinette Biden, popularly known as Joe Biden, was sworn in on Wednesday as the 46th President of the United States of America, pledging to confront an array of convulsions, challenges, and difficulties facing the American nation, and also bring healing and unity to a deeply fractured nation. The nation of America, the United States of America. Moments before the oath-taking ceremony of President Joe Biden, Kamala Harris, the Vice President, took her oath of office, making her the country's first female Vice President and also the first Black American and first person with Asian heritage to hold the nation's second highest office. She had placed her hands on two Bibles
photos, one from a family friend and the second belonging to Togut Masha, the first African-American justice of the Supreme Court. And earlier, before the oath-taking ceremony of the President and Vice of the United States of America, the new U.S. Secretary of State outlined his position and priorities on the U.S. African politics. Take a listen to him in the following extract. Long concern for Africa. There was just a deeply flawed election in Uganda, where Museveni has again held on to power in no small part by engaging in a blatant disregard for human rights. There are other countries of real concern in Ethiopia, the violence in the Tigray region, in Sudan, on the other hand, where there's been an encouraging transition to democracy recently. How do you plan to better support the fragile transition in Sudan while pushing back on those countries that are backsliding on their commitment to democracy, like Uganda, or some would argue Ethiopia? So I think it starts with our very active engagement, not being AWOL when these problems emerge. Ethiopia, I share your deep concerns. We have seen a number of deeply concerning actions taken, including atrocities directed both at people in Tigray, directed at Eritrean refugees in Ethiopia. We, I think, need to see much greater access to the region, accountability, an effort to put a dialogue in place so that the issues that cause the conflict can actually be discussed and litigated as opposed to dealt with through violence. We need to see a restoration of communications. We need access for humanitarian assistance in the region. And I worry as well that what started there has the potential to be destabilizing throughout the Horn of Africa. So I would like to see American diplomacy fully engaged in trying to contend with this challenge. You cited a number of other places where we have, I share your concerns about the elections in Uganda, concerns in Cameroon, recently, particularly violence directed at the Anglophone population. So there are a whole series of places where we have challenges where I think the United States can help make a difference, and that starts with being engaged. Now we talk sports before ending this edition of the Midday News on Equinox Television to say that supporters of the Intermediate Lions of Cameroon say the team is lacking one player who could be a game changer. They were speaking at the fan zone of Chan 2021 in Bonaberi in the Douala 4 subdivision. Simat Njikangeblo tells us more in the following report. The fan zone of the African Nations Championship in Bonaberi was not tight as expected on a day that the Intermediate Lions were on the pitch for their second Group A encounter at the Ahmadou Ahidjo Stadium. The fan zone had Cameroonians who came to support their team alongside Malians residents in Cameroon. The dense population a worker at the fan zone confirms has been so since the competition started. Since the start of Chan, people are not really interested, but some people come from time to time. It closes after the second match. As the Intermediate Lions took on Mali, some of their supporters at the fan zone say they still lack an individual player who could change the game at any time. In its totality, it's not bad, but collectively, we lack the persons who could change a game by themselves. We lack a game changer. Sur le plan collectif, c'est ça, mais individuellement, les gars, il n'y a pas de gars, vraiment, il n'y a pas de meneur de jeu. Misses on the screen were also reflected in the faces of the fans who came to watch the encounter.
At the end of the game that saw the Lions sharing the points with Mali, a supporter says the match was very tight and worth watching. Le match c'était tellement vivant, les Lions quand même mouillé le maillot. It was a lively game that we saw. The Lions actually improved compared to the pre-Chan tournament, but we still want more from them. If I had to name the man of the match, I would have given it to our goalkeeper. He did a lot of good saves. Nommer notre gardien comme meilleur joueur de ce soir parce qu'il a fait une belle arrêt, pas possible. Another says Cameroon dominated the Malians with their style of play and says if Cameroon had the chances of Mali, the game would have ended in favor of Cameroon. Je vois plutôt que le Cameroun a même dominé le Mali. I saw that Cameroon dominated Mali. When you see the face-to-face, our goalkeeper saved. I think if it was Cameroon, they would have scored. The game should have ended at least 3-1 in favor of Cameroon. Donc le match était équilibré quand même. A total of 6 goals were scored in Group A on Wednesday, with Burkina Faso recording the highest win, 3-1 over Zimbabwe. The football lovers at the fan zone left the area after the second encounter. And Group B matches will resume today at the Japoma Sports Complex in Douala, with Libya to take on the Democratic Republic of Congo in the first match, and Niger to lock horns with Congo in the second match of the group. Ladies and gentlemen, Julien Berthe-Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Par la grâce de Dieu, on se reverra demain 7h. S'il plaît à Dieu, Formi Armstrong Sanda. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans quelques secondes Immaculée de Forquet pour votre quotidien santé en langue anglaise.